Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre généralité sur l'ostéologie. Maintenant, on va engendrer notre deuxième partie. On va commencer par les classifications des os ou bien les types des os. Donc, on a quatre classifications selon leur forme. On peut citer des os qui sont longs. On peut retrouver des os qui sont courts, des os plats et des os qui sont irréguliers. Pour, premièrement, les os longs. Donc, les os longs, ils sont retrouvés dans les membres. C'est ce qu'on va voir dans le membre supérieur et le membre inférieur. Ils ont une dimension. Donc, ça, c'est primordial et vous devez noter. On dit qu'il s'agit d'un os long. Ça, c'est votre explication si on vous pose la question. C'est un os long s'il contient une dimension qui est largement supérieure aux deux autres. Vous avez vu dans votre premier cours qu'il s'agit de trois dimensions, soit dans la position zéro anatomique, soit dans la position référentielle, même les dimensions des os. Vous avez une longueur, largeur et une épaisseur. S'il s'agit d'une dimension, dans le cas des os longs, qui est la longueur qui est largement significativement supérieur aux autres, on dit qu'il s'agit d'un os long. Ils sont localisés où, si on vous pose la question, bien sûr, sont localisés bien au niveau des membres, soit supérieurs, soit inférieurs. Donc, quelques exemples sur ces membres. Là, voilà, on va voir ces points d'ossification. Ça, c'est les points d'ossification. Et ça, c'est l'ostéogenèse. On va revoir tous ces notions-là en ostéologie. Toujours, je répète, le cours de l'ostéologie du tissu osseux, c'est primordial pour vous, pour mieux comprendre. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez le consulter dès maintenant. Donc, premièrement, les os longs. Donc, on peut citer le cas du fémur, du tibia, de la fibula, pour le membre supérieur, l'humérus, le radius, l'ulna, c'est ce qu'on va voir dans ce premier chapitre. Tout ça, si on vous pose la question, ils sont des os qui sont longs. Premièrement, les os longs. J'espère que vous avez noté des exemples sur ces derniers. Deuxièmement, comme il s'agit des os longs, vous avez deuxièmement la deuxième variété qui est les os courts. Donc, ils ont leurs trois dimensions qui sont presque égaux, bien égales. Donc, ils sont plus ou moins cubiques, ils sont retrouvés soit au niveau du membre supérieur ou bien les membres inférieurs. Si on vous pose la question, ils sont retrouvés au niveau des extrémités. Ça, c'est le terme que vous êtes en train de chercher, au niveau des extrémités du membre. Soit dans le tarse ou bien au niveau des os carpiens pour le membre supérieur. On va voir le carpe dans l'ostéologie de la main. Ou bien au niveau du tarse, c'est la même chose, mais au niveau du membre inférieur. Tout ça, tous les os du carpe ou bien les os du tarse, ils sont des os qui sont courts, plus ou moins ils sont cubiques. Vous allez revoir la notion de cet os cubique lorsqu'on va engendrer ces deux cours. Ils sont les os du carpe, du tarse par exemple, et ils sont retrouvés, je répète pour la deuxième fois, au niveau des extrémités du membre. Donc, si on commence, ou bien si on, à chaque fois qu'on est en proximal, ou bien la partie proximale d'un membre, c'est des os qui sont longs et les os courus sont retrouvés au niveau de la partie distale. Et vous pouvez noter aussi que les os irréguliers sont retrouvés au niveau du squelette axial, au niveau du squelette appenticulaire. On va voir ça dans les vertèbres. Donc, os long, donc fémur, humérus, les os du membre supérieur, surtout leur partie, soit supérieure, soit inférieure, la partie qui est proximale, os ils sont courts, ils sont retrouvés au niveau de l'extrémité distale de ces membres. Troisièmement, les os qui sont dites plats. L'exemple là, on va détailler tout ça, on va détailler la scapula très prochainement dans notre prochain intitulé, bien dans nos prochains intitulés. C'est un os, si on vous pose la question, citez-vous des exemples des os plats, vous pouvez citer les os de la ceinture scapulaire, premièrement la scapula, c'est premièrement. Deuxièmement, vous pouvez citer le sternum, vous pouvez citer même les côtes et les os du crâne. Tout ça, ils sont des os qui sont plats. Donc, ce sont des os où ils ont une dimension aussi qui est, cette fois-là, c'est pas la longueur, c'est l'épaisseur. Donc, les os longs, comme leur nom indique, ils ont la dimension de longueur qui est étroitement ou bien significativement plus grosse, bien plus longue par rapport, plus grande par rapport aux deux autres dimension. Cette fois-là, dans les os plats, la dimension là, c'est l'épaisseur. Ils ont une épaisseur largement plus étendue par rapport aux deux autres.
Plutôt dans le cas des os plats, la dimension de l'épaisseur, elle est plus petite par rapport aux deux autres dimensions. C'est pour cela elles ont une superficie. Donc, la superficie de l'os, elle est augmentée, mais par contre, l'épaisseur, elle est largement plus petite par rapport aux deux autres dimensions. Ils ont quoi? Ils ont un rôle de protection. L'exemple là que vous devez citer, c'est les os du crâne. Ils vont protéger l'encéphale du milieu externe. Donc, deuxièmement, les os plats. Donc, l'épaisseur, elle est significativement plus petite par rapport aux deux dimensions. Les os courts, ils ont les trois dimensions presque égales, donc ils sont cubiques. Les os longs, premièrement, ils ont une dimension qui est largement supérieure et qui est la longueur. Donc, os long, os court, os plat, il nous reste que la dernière, qui sont les os dits irréguliers. Donc, ce sont des os avec des formes qui est complexes. L'exemple là, si on vous pose la question, on vous demande de citer certains de ces derniers. Donc, les os des vertèbres, les os de certains os du crâne. Nous allons voir ça. L'exemple là, c'est le sphénoïde. On va voir ça dans l'ostéologie de la tête osseuse, ou bien un os qui a une forme qui est complexe. C'est l'os iliaque. Tout ça, ce sont des os dits irréguliers. Donc voilà. Donc à droite, à gauche vers la droite, un os long, un os court, un os irrégulier. Donc voilà la ceinture. Elle vient si on vous pose la question. Et un os plat, on va voir ça dans notre prochain cours sur la ostéologie de la ceinture scapulaire. Voilà, l'omoplate ou la scapula, c'est un os qui est plat. Donc je pense que c'est clair pour la classification des os selon leur forme. Deuxièmement, on va passer aux structures des os longs. Donc on va les détailler de plus en plus. Donc tout ça, ce sont des os, je répète, qui sont fixes ou bien qui sont constants. Il s'agit des os qui sont inconstants. Donc voilà, un os, je répète, les os sésamoïdes, donc ça diffère dans la forme. Donc on peut citer les os sésamoïdes au niveau de la main, les os sésamoïdes au niveau du pied. Un autre cas spécial, ça c'est pour vous, vous allez revoir ça dans les fractures de la patella en cinquième année toujours en traumatologie. Si on vous pose la question concernant la patella et qui est un cas exceptionnel, c'est un os qui est dit sésamoïde. C'est une caractéristique spécifique seulement à la patella. C'est une information de plus pour vous. Maintenant, pour la structure. Donc, les os longs. Donc, voilà à gauche. Donc, un os plat, un os court, un os irrégulier, tous dans une même photo, dans une même illustration. Pour les os longs. Donc, bah voilà. L'exemple là, c'est un fémur. Vous allez revoir ça dans le deuxième chapitre concernant le membre inférieur. Donc, les os longs, il comprend la diaphyse, une diaphyse. J'espère que vous êtes en train de noter tout ça. Donc, pour les os longs, ils ont une diaphyse et ils ont deux épiphyses. Donc, la diaphyse, elle est située au niveau du centre et c'est le corps, si on peut utiliser le terme de cet os. Et les deux épiphyses, ils sont situés où? Ils sont situés dans les deux extrémités de chacun de ces derniers. Voilà l'exemple là de l'hémérus. Donc, là, voilà un diaphyse qui est central, qui est au milieu, qui est au niveau du centre, qui est le corps de cet os. Et voilà les deux épiphyses. On va détailler tout ça. Donc, l'épiphyse proximale qui va s'articuler avec la glène humérale située au niveau de la scapula. Tout ça, on va le détailler. Ou bien, l'épiphyse distale, la palette humérale. Notez-vous bien ce terme-là. C'est une structure qui a une conformation tridimensionnelle très spécifique. Elle est le lieu de fracture, malheureusement, de mauvais pronostics, de mauvaise évolution, surtout lorsque ces derniers sont intra-articulaires. Tout ça, vous allez revoir en cinquième année. Et là, la métaphyse, donc ça c'est pour vous. La métaphyse, c'est une zone de transition entre la diaphyse et l'épiphyse. Donc je répète, ce qui est au centre, le corps de cet os qui est long, c'est la diaphyse. Il s'agit d'une seule diaphyse, pas deux. Faites attention de commettre cette erreur. Et à l'extrémité, il ne s'agit pas un, mais il s'agit de deux épiphyses. L'un qui est supérieur, ou bien on utilisera le terme proximal, et l'autre, il est distal. Ils sont reliés. Ces diaphyses
avec les épiphyses par des zones de transition qui sont les métaphyses. Donc, diaphyse, centre, épiphyse dans les deux extrémités et au milieu des zones de transition et qui sont les métaphyses. Donc, l'épiphyse dans chaque extrémité à l'intérieur de la diaphyse. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, ça, vous avez vu, ou bien on avait vu ça dans la partie précédente. Donc, c'est la cavité médulaire où elle va habiter, donc la moelle osseuse, le lieu de l'hématopoïèse. J'espère que vous avez noté ça dans la partie précédente concernant les rôles. Donc, si on vous pose la question, c'est la diaphyse qui contient la cavité médulaire. La diaphyse, ça c'est une autre information pour vous. Elle est constituée par des os qui sont compacts. Par contre, les épiphyses, ils sont formés par des os qui sont spongieux. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez consulter le premier cours concernant des généralités sur les fractures. C'est toujours disponible dans la traumatologie pour mieux comprendre. Donc, la cavité médulaire, donc cette dernière, elle est tapissée d'une fine couche de tissu conjonctif. On appelle ça l'endoste. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est l'endoste. Ce qui est à l'extérieur, c'est le périoste. Et il joue un rôle primordial dans l'ostéogenèse et dans la guérison des fractures ou bien dans l'ossification pendant les fractures. Tous ces notions d'endoste et de périoste, on répète toujours. Vous allez les retrouver, bien on va les aborder dans le cours concernant l'histologie du tissu osseux. Donc, ce sont trois modules ou bien trois entités qui sont reliées. L'ostéologie de ces derniers, de ce tissu osseux, l'anatomie osseuse et bien sûr la pratique médicale ou bien la pratique clinique de cette dernière, c'est la traumatologie et les fractures. Vous pouvez pas les dissocier. Cette cavité médulaire, elle contient de la moelle osseuse jaune qui est lipidique. Nous sommes en train de répéter. Par contre, les épiphyses, ils sont formés d'un os qui est spongieux. Si on vous pose la question, ça c'est votre terme. Entouré d'un os qui est compact. Il s'agit des pores. Il s'agit des pores au niveau de ce dernier os spongieux. Et ça c'est pour vous aussi, ce dernier, il peut, ou bien il a la capacité d'une ossification plus rapide par rapport à un os qui est compact. Donc tout ce qui est spongieux, il a une cicatrisation ou bien une ossification plus rapide lorsqu'il s'agit du fracture. C'est un bon pronostic. Par contre, l'os compact, il a une ossification qui est moins importante par rapport à un os spongieux. Donc, la cavité, ou bien la moelle osseuse jaune, j'espère que vous êtes en train de noter, les retrouver au niveau de la diaphyse. Voilà votre diaphyse, elle contient la moelle osseuse jaune. Par contre, la moelle osseuse rouge, elle est retrouvée où? Elle est retrouvée au niveau de l'os, ou bien des épiphyses au niveau de l'os qui est sponge. Donc, pour résumer tout ce qui est écrit dans cette diapo, donc, os spongieux, il est retrouvé où? Il est retrouvé au niveau des épiphyses. Il a une ossification plus rapide ou bien plus abandonnée par rapport à l'os compact et il habite la moelle osseuse qui est la moelle osseuse rouge, le lieu de l'hématopoïèse. Par contre, l'os spongieux, c'est au niveau du diaphyse. Ce dernier, il est formé d'un os qui est compact, pas un os spongieux. Et on trouve au niveau de cette dernière la moelle osseuse qui est dite jaune. Donc, épiphyse, moelle jaune, plutôt épiphyse, moelle rouge, diaphyse, la moelle jaune. Aussi, une autre structure qui est la plaque épiphysaire, qui est la jonction ou bien la zone de jonction entre diaphyse et épiphyse. Elle a la nomenclature là de métaphyse. Donc, c'est une région de division cellulaire intense. Elle est responsable quoi? À la croissance. On va revoir cette notion de croissance ou d'ossification dans le cours concernant l'histologie du tissu osseux. Donc, elle est responsable de la croissance en longueur de l'os. Cette ligne épiphysaire, elle va être remplacée lors de la croissance par un tissu osseux. Donc, le passage d'un tissu conjonctif vers un tissu osseux, notez-vous bien ce terme-là, c'est la croissance en longueur. Donc, si on vous pose la question, pour la croissance en longueur de l'os, c'est le rôle de la plaque épiphysaire ou bien du métaphyse qui a le rôle dans la croissance dans la longueur. Par contre, la croissance en largeur, c'est le rôle de quelle structure? C'est le périoste. Voilà, qu'on a vu précédemment. Donc, il a deux rôles. Cicatrisation des fractures ou bien ossification, voire la croissance en largeur. Donc, croissance en longueur, c'est le rôle de la plaque métaphysaire.
ou bien la plaque épiphysaire. Croissance en largeur, c'est le rôle du périoste. Donc le périoste, il va recouvrir l'os. Voilà à l'intérieur, ça c'est la moelle, l'endoste. Et à l'extérieur, ça c'est les canaux, ça c'est un os qui est compact. Donc, vous êtes en train de noter les canaux de Haver. Notez-vous bien ce terme-là, on va les détailler en histologie. Et à l'extérieur, il s'agit des périostes qui a un rôle. Il va recouvrir l'os, il constitue des points d'ancrage du muscle, des tendons, et c'est le site de la croissance diamétriale ou bien la croissance en épaisseur, comme je vous ai dit, de l'os. Donc, chacun des os longs qu'on va détailler dans ce premier chapitre, soit de l'humérus, l'una, le radius, on va voir leur anatomie descriptive dans ces trois parties, épiphyse, diaphyse, on va voir les métaphyses, leurs points d'ossification et leur anatomie clinique ou bien la pathologie lorsqu'il s'agit des fractures. Donc ça, c'est notre démarche dans l'ostéologie, surtout dans les os longs qu'on va apporter ou bien on va adopter dans notre démarche dans ce cours ou bien dans ce chapitre. Donc, j'espère que c'est clair, j'espère que vous avez noté tous les points forts. Il nous reste dernièrement quelques, ou bien des notions de base aussi, c'est les nomenclatures anatomiques. Donc maintenant, vous savez c'est quoi une diaphyse, c'est quoi une épiphyse, vous savez la structure à l'intérieur, soit de l'os spongieux, soit de l'os compact. Vous savez les deux modalités de la moelle osseuse, soit rouge, soit jaune avec leurs fonctions. Tout ça, c'est des notions de base, je répète, que vous devez acquérir dès maintenant. Maintenant, vous allez voir des spécificités ou bien des définitions ou des nomenclatures anatomiques. Vous allez noter, ou bien vous allez comprendre ou bien apprendre premièrement les processus. Nous allons voir c'est quoi un processus, c'est quoi une incisure. Vous allez entendre tous ces termes-là vont se répéter dans notre démarche en ostéologie. Troisièmement, c'est quoi une tuberosité. Donc, dans cette partie, on va donner la réponse de tout ça. C'est quoi une crête et c'est quoi des sillons ou bien une gouttière. On va commencer premièrement par un processus. Donc c'est quoi processus? Le mot, ce mot il vient aussi du latin pro, qui veut dire sens, qui veut dire vers l'avant, et cessus, donc aller, marcher. Il signifie aller vers l'avant ou bien avancer. En anatomie, donc ça, c'est la nomenclature. En anatomie, le plus important, c'est une excroissance qui est volumineuse. Donc, processus, excroissance volumineuse, vous êtes en train de noter à gauche dans l'illustration le processus coronoïde. Vous allez revoir ça lorsque vous allez noter ce qu'on va engendrer le cours concernant l'ostéologie de l'avant-bras, spécifiquement au niveau de l'ulna. Il s'agit d'un processus coronoïde. Le voilà. Et deuxièmement, le processus, on connaît où ces deux, ils vont limiter l'articulation du coude ou bien ils donnent des insertions des ligaments. Tout ça, on va détailler prochainement. Donc, ce sont deux structures qui sont très importantes. Donc, c'est une excroissance volumineuse ou une expansion nettement détachée d'un organe. Pour les os, le synonyme ancien, c'était précédemment des apophyses. Donc, premièrement, processus. Je peux donner l'exemple du processus coronoïde, processus on connaît par exemple. Le rôle, vous pouvez noter dès maintenant, c'est l'insertion ligamentaire, insertion musculaire. Notez-vous bien ces processus-là, on va les revoir dans notre démarche dans ce chapitre. Là, c'est un exemple de processus, c'est écrit dans votre support. Les deux processus, soit le processus épineux. Donc là, c'est l'exemple d'une vertèbre. Notez-vous bien. Donc, une vertèbre, elle contient un foramen vertébral là, elle contient un corps. Tout ça, on va détailler dans l'année prochaine où vous allez voir l'anatomie de la colonne vertébrale ou dans le module ou bien dans l'unité du système nerveux central. Donc, elle contient aussi un processus épineux. Il s'agit d'un seul processus épineux qui est postérieur et deux expansions latéraux qui sont les processus transverses. Ils sont reliés par des lames et par des pédicules. Donc, corps, foramen ou bien trou et les processus et là, c'est des lames. Et là, l'exemple à gauche, les deux processus coronoïdes et le processus qu'on connaît au niveau d'un os long qui est l'ulna. Je pense que c'est clair pour le processus qui est une petite
bien ce qui est une expansion volumineuse. Deuxièmement, deuxième nomenclature ou bien deuxième terme, c'est incisure. Vous allez entendre ce terme-là surtout dans le membre inférieur. On dira qu'il s'agit d'une incisure ou bien d'une échancrure. Là, voilà. Ça, c'est de l'os iliaque. Il s'agit de deux échancrures ou bien de deux incisures. Il s'agit premièrement quoi? D'une échancrure ou bien l'incisure iliaque supérieure et là, ou bien la grande échancrure, la grande incisure. Et là, voilà, ce qui est indiqué en flèche là en bas, c'est la petite échancrure ou bien c'est l'échancrure inférieure. Donc ça, c'est dans l'illustration, dans votre support. Il s'agit des échancrures au niveau du sternum. Voilà votre sternum. Et là, voilà, c'est l'incisure jugulaire. Donc, l'insertion cartilagineuse. Donc, comme définition, en latin, incisura, c'est une dépression du bord ou encore découpure qui est irrégulière. Pour le membre inférieur, je répète, c'est plus clair là, les deux incisures. L'incisure ou bien l'échancrure iliaque supérieure et l'échancrure iliaque inférieure que vous allez revoir dans le chapitre, deuxième chapitre pour le membre inférieur. Donc, deuxièmement, échancrure, c'est une dépression ou bien c'est une découpure irrégulière au niveau de l'os. Troisièmement, on continue notre démarche, une tuberosité. Donc, pour la tuberosité, là c'est écrit dans votre support. Il s'agit d'une tuberosité ou bien à gauche dans l'illustration. On note deux tuberosités au niveau de l'humérus. Là, voilà votre ceinture scapulaire. Là, voilà l'articulation de l'épaule. Là, c'est une petite, c'est la petite tuberosité de l'humérus. On l'appelle aussi trochin. Et il s'agit d'une grande tuberosité ou bien la grosse tuberosité de l'humérus qui est appelée le trochité. Au niveau de cette dernière, il existe une structure, une dépression, un sillon ou bien plutôt la gouttière où il va cheminer le tendon du long biceps. Donc, troisièmement, tuberosité. C'est une éminence plus ou moins volumineuse à sa surface, puis elle a une surface inégale qui va retrouver sur un os où s'attache. Donc, si on vous pose la question, quel est le rôle de cette tuberosité aussi, donc ça ressemble à un processus, c'est le lieu d'attachement du muscle ou bien des ligaments. Si on vous demande de citer quelques exemples, notez-vous bien, le trochité ou le trochin, la grosse et la petite tuberosité de l'humérus, ou bien, là voilà la tuberosité radiale. On va voir ça dans l'anatomie du radius, dans le membre ou bien dans l'avant-bras. Donc là, un autre exemple de tuberosité, là voilà la tuberosité radiale où il s'insère le tendon du bilan biceps. On va voir ça dans la myologie, dans les muscles. Quatrièmement, une crête, la fameuse crête, ou bien si on vous demande de citer crête, vous allez citer premièrement la crête, la fameuse crête iliaque. Donc pour la crête, c'est une saillie, c'est pas une dépression. J'espère que vous êtes en train de noter tous ces termes-là. C'est primordial. Donc, c'est une saillie linéaire ou encore, on appelle saillie toute saillie osseuse étroite et allongée ou bien une surélévation qui va soulever la surface ou bien ce qui va soulever le bord. Donc là, voilà. Ce qui est illustré en rouge là, ça, c'est votre fameuse crête iliaque. Cette crête iliaque, elle représentera, puis elle donnera l'insertion de certains muscles. Elle représente le degré de maturité. Vous allez revoir cette crête iliaque, surtout en rhumatologie et en pathologie osseuse. Elle témoignera de l'ossification et de l'âge osseux de la personne. Donc, crête, c'est une saillie linéaire. Si on vous demande de donner un exemple, vous allez citer la crête iliaque. C'est la fameuse, bien c'est l'exemple le plus évident. Dernièrement, donc, sillon ou bien une gouttière. Donc, c'est une dépression encore. Donc, crête, c'est une saillie. Processus, c'est une expansion. Tuberosité, c'est une expansion aussi plus ou moins grande. Sillon, par contre, c'est une dépression linéaire. Ça ressemble à une échancrure ou bien un sillon. Mais cette dernière, elle est linéaire. Ou bien elle est un relief creux, étroit et allongé ou linéaire. Si on vous demande de citer un exemple de sillon, on va revoir ça dans l'anatomie surtout de l'humérus.
Il s'agit du sillon du passage du nerf radial, voilà, dans la partie postérieure. Ça, c'est pour vous aussi, vous allez revoir ça dans la clinique. Une fracture au niveau de la diaphyse humérale peut donner la lésion du nerf radial. On va voir ça dans le cours concernant l'anatomie de l'humérus. Ce sillon, il est retrouvé dans la partie postérieure ou bien dans la face postérieure de l'humérus. Donc, 5 structures que vous devez différencier. Premièrement, le processus. Deuxièmement, l'échancrure qui est une dépression. Troisièmement, tubérosité et crête qui sont des saillies ou bien des imminences, des surélévations. Et cinquièmement, ne confondons pas sillon la gouttière. L'exemple là le plus banal, l'exemple là que vous devez citer, c'est l'échancrure ou bien c'est le sillon, la gouttière du nerf radial qui est une dépression linéaire. Dernièrement, donc, pour le tubercule, donc tubercule, il s'agit d'une petite saillie osseuse ou la surface d'un os ou bien dans un organe. Donc, on peut citer l'exemple, là, c'est écrit dans votre support, le tubercule du trapèze qui est une petite saillie osseuse. Donc, tubercule, processus ou bien tubérosité, tout ça, ce sont des saillies, des expansions osseuses. Ils varient selon le volume ou bien selon la grandeur ou bien le volume de cette dernière. Dernièrement, donc, imminence, voilà à gauche dans l'illustration, si on vous demande de donner l'exemple des imminences, la fameuse imminence iliaque, elle est retrouvée au niveau de la crête iliaque et elle donnera insertion musculaire. C'est un repère anatomique qu'on va détailler prochainement dans le module ou bien dans le chapitre. Deuxième chapitre concernant le membre inférieur. C'est une saillie plus ou moins arrondie dans la surface d'un os. Donc, l'exemple là, c'est l'imminence pubienne retrouvée au niveau de l'os iliaque. Dernièrement, protubérance. Vous allez revoir les protubérances lorsque vous allez engendrer, ou bien lorsque nous allons engendrer le troisième chapitre concernant la tête osseuse. Voilà, la protubérance. Si on vous demande de citer un exemple, donc la protubérance occipitale, qui est l'empreinte du cervelet. Donc, on va voir ça dans l'anatomie ou bien l'anatomie descriptive du squelette osseux ou bien du tête osseuse et surtout les os du crâne dans l'occiput. Et dernièrement, dernière structure, c'est la fosse, donc qui est une dépression évasée au niveau de son ouverture. On peut citer, si on vous demande l'exemple, la voilà, la fosse iliaque, ou bien la fosse plutôt olecrânienne. Donc en vue dorsale, on va voir ça lorsqu'on va engendrer l'articulation du coude. C'est le lieu, ou bien c'est l'impression, ou bien c'est une dépression. Ben voilà, c'est écrit dans votre support où elle va habiter, dans notre cas, de la dépression ou bien dans la fosse olecrânienne. Elle va habiter l'olecrâne et on va voir l'olecrâne qui est une expansion osseuse. Elle est retrouvée au niveau des os de l'ulna. Donc, vous allez habituer à ces nomenclatures de fur et à mesure qu'on va avancer dans notre démarche. Toujours, je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore. Toujours, je demande de votre part de ne pas laisser ces vidéos seulement à votre disposition. Un maximum de partage. Le but, c'est d'atteindre le maximum nombre d'étudiants. On va voir prochainement la structure osseuse ou bien l'ostéologie de la ceinture scapulaire. On va voir dans le prochain cours la structure osseuse ou bien premièrement la clavicule, la scapula. Et troisièmement, l'humérus. Ces trois os, ils vont donner la structure ou bien ils vont donner l'articulation ou bien le complexe de l'épaule, bien l'articulation de l'épaule. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que les vidéos sont utiles. On va continuer notre démarche très prochainement. Je vous remercie une deuxième fois. Bon courage toujours dans vos préparations. Merci, chers étudiants.